Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour un débriefing du festival des Jeux de Vichy qui a eu lieu pour nous il y a une petite semaine et demie. Et en tout cas, pour une fois, t'as pu m'accompagner. Ça m'a permis de voir un petit peu ce que t'as pu vivre ces dernières années. Et c'est vrai que le cadre, il est très cool. Vraiment, ouais. C'est agréable d'être uniquement entre pros, entre guillemets, parce qu'on a plus le temps d'aller se balader et de voir des choses que quand il y a beaucoup de monde. Tout le monde est là, plus ou moins dans le même esprit, en tout cas, même si il y a les influenceurs aussi, des vidéastes, etc. Donc, mais il y a pas mal de boutiques. Et puis les commerciaux sont vraiment là pour nous, en fait. Ouais, pour nous et faire jouer le public, non, c'est vraiment que pour les pros, donc c'est beaucoup plus confortable. Et puis le visage du salon change en plus d'un week-end sur l'autre, parce que quand on regarde le plan pour le grand public, ça n'a plus rien à voir. Et c'est même pas les mêmes jeux. Non, c'est clair. Parce que nous, en fait, on a vu ce qui va sortir, là où dans le festival, c'était principalement ce qui sort ou ce qui est déjà sorti. Et en plus, on a eu la chance d'y aller avec des copains. Bah oui, on était 5 en tout, donc avec notre ami Nolwenn, qui travaille à la Poule à Pois, à Château-Giron, qu'on salue, son mari, et Erwan Morin, notre ami auteur. Qui, lui, y allait pas du tout pour la même chose. Il a enchaîné les rendez-vous avec les éditeurs, etc. Ce qui nous permet, en plus, d'avoir des petites soirées VIP prototypes, quoi. Très cool. On a vu énormément de jeux, et donc on est obligé de faire une sélection. Il y a vraiment énormément de jeux qui ne sont plus. Et du coup, on vous présente que quelques-uns, mais c'est pas les seuls qui étaient bien. On va dire que c'est l'arbre qui cache la forêt. Ouais, c'est ça. Comme d'hab, on commence par les jeux enfants. Bah ouais, et puis cette année, il y en avait. Il y avait des très très cool. Des très très chouettes, ouais. On pourrait commencer par Ozu, deux très bons petits jeux. À commencer par La Galette, un petit jeu de cartes, tout bête, super fun, et qui finalement se destinerait aussi aux adultes. Ça a l'air de très bien marché. Ah bah complètement, si tu changes le thème, enfin en même temps, même si tu changes pas le thème, la galette, c'est tout le monde en mange, de toute façon, parce que la galette des rois. En fait, il y a toutes les cartes qui sont en cercle, comme une galette, et en fait, le but c'est de retrouver la fève, ni plus ni moins. Donc c'est un jeu d'observation et de mémoire, où donc faut être le premier à trouver la fève. Sans se la faire piquer. Hein. Bah sans se la faire piquer, ouais. Parce qu'on va récupérer des parts de galette. C'est ça. Essayer de regarder ce que c'est. Enfin, chacun son tour va faire des actions, mais on va pouvoir se faire piquer les différentes cartes. Et franchement, on n'a pas testé, on nous a juste montré rapidement, on a fait un petit tour vite fait, mais c'était très cool. Et c'est tout mignon, et celui-là en particulier, on a trop hâte de le tester, même entre adultes. Ouais, je pense que... Juste pour voir. Je pense que ça va plaire à tout le monde. Et puis il y avait Opération Noisette qu'il nous avait présenté sur une image quelques semaines avant. Ouais, je l'avais déjà vu à Cannes, et j'avais même eu l'occasion de le tester vite fait, mais c'est vrai qu'on a envie de teaser ça 6 mois ou 1 an à l'avance. C'est ça. Et en fait, c'est un petit jeu pour les 3 ans et plus ou 4 ans et plus. Ouais, je sais plus, mais... Je crois que c'est 3 ans et plus, mais à vérifier, d'adresse. En fait, on va essayer de mettre des noisettes dans un arbre pour les cacher, et on va essayer de le faire... de glisser dedans sans que ça tombe au sol. Ça touche à la table, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est tout mignon. Franchement, ça en impose sur la table. Pour les tout petits, franchement, c'est très cool. De toute façon, je pense que même là, il y a un effet ou même pour les parents, et puis le côté dextérité, ça parle à tout le monde. Ouais, c'est le genre de jeu, même en adulte, c'est rigolo. Hein. C'est pas facile en plus. Non. Et puis, on dit dextérité, mais finalement, on lâche dans un trou qui est pas si grand que ça, donc il y a aussi pas mal de hasard. Et puis, les petites boules qui ressemblent à des vraies noisettes. Une édition cadeau. On est allé sur le stand de Schmitt, et forcément, on est tombé sur le Trésor des Kobolds, donc la version française. Ouais, on vous en a déjà parlé. C'est ça dans la vidéo sur le Spiel des CRS, puisqu'il a été nommé. Donc il a pas gagné le Spiel, mais nous on l'attend toujours parce qu'on a pris beaucoup de plaisir. Ouais, c'est un très bon jeu. Le visuel change pas, il y a rien qui change, c'est le même jeu, juste la traduction. Voilà, on va pas s'étaler dessus. Si vous voulez en savoir plus, faut pas hésiter à regarder la vidéo du Spiel des CRS. Et on y est surtout allé parce que j'ai aperçu un petit jeu là qui m'a fait de l'œil. En fait, c'est un jeu de chez Drag Magir qui arrive chez Schmitt. Historiquement, c'était Gigamic qui proposait leur jeu. A priori, c'est terminé. Tous les jeux avec les fantômes en général. Et en fait, on a découvert la valse des fantômes. Waouh, classe. Encore un autre qui fait waouh quand il joue. C'est un petit jeu où on est dans un manoir hanté. Et en fait, on va essayer d'en sortir en récupérant des objets. Du coup, on va lancer 2 dés, un pour se déplacer et l'autre qui va faire bouger les fantômes. En gros, on va tourner une roue, c'est aimanté, et les fantômes vont se déplacer. Du coup. Ils ont vraiment un mouvement erratique et vraiment la valse des fantômes. Moi, j'y crois quand j'y joue. On voit vraiment des fantômes valser. Ouais, on sait pas du tout vers où est-ce qu'ils vont aller. Faut surtout pas qu'ils touchent nos personnages, sinon ils les font. Même frôler, genre vraiment. Voilà. Ils font fuir. Donc petit à petit, en fait, à chaque fois qu'un fantôme va toucher un de nos personnages, on va révéler une nouvelle tuile qui va fermer petit à petit les portes, en gros. Ça, c'est bien aussi, c'est assez rigolo. Faut réussir à s'échapper avant d'être complètement fermé. Enfin, c'est pas évident. C'est ça que j'aime bien aussi. On a gagné à rien. Je trouve qu'en termes éditorial, un jeu pour enfants doit mettre une claque, et ça, non seulement ça va faire envie aux enfants, mais là, franchement, en tant qu'adulte, j'ai trop envie d'y jouer avec des enfants. Ouais, carrément. Je crois qu'il y en a un autre qui t'a foutu une petite claque. Ouais, j'adore. Alors,
Ils en parlent depuis un moment, Spy Guy, qu'on n'avait pas encore rentré en boutique, parce qu'à vrai dire, on s'est jamais vraiment posé la question de qui le distribuait. Donc là, c'est ça qui est cool aussi avec le festival, ça permet de rencontrer les distributeurs et tout. Donc Spy Guy, un jeu coopératif d'observation, il y a un petit côté Où est Charlie, où en gros, on essaye de rattraper un méchant, et le nombre de cases qu'on va parcourir, c'est le nombre de trucs qu'on va retrouver en un certain temps limité, sur un plateau qui fourmille de détails. Donc ça, c'est pas une nouveauté. Et donc il y a la nouvelle version en forme de pyramide. Mais oui. Et alors, en plus, il y a pas que ça. C'est-à-dire que, ok, il y a de la 3D, parce qu'il y a les murs, etc., etc. Mais comme c'est une fouille archéologique, il y a aussi plein d'éléments à déplacer, retourner, on fouille, enfin, il y en a dans tous les sens. C'est trop bien. On a trop hâte d'accueillir cette gamme en boutique. Il va falloir qu'on fasse la commande, là, parce que c'est trop bien. Et alors après, il y a pas mal d'autres variantes, plus ou moins, enfin, elles ont l'air cool. Un peu plus classique, quoi. Ouais, un peu plus classique. Il y en a une sur Noël, je crois, et voilà. C'est vrai que c'est un jeu, pareil, adulte, enfant, il y a un vrai plaisir de jeu qui est partagé, quoi. Ouais, sinon, on est allé chez Gigamic, où il y avait plein de nos petits jeux sympas pour les enfants. Ouais, des très chouettes. L'un des premiers qu'on a vu, c'est le pique-nique de Facteur Souris. Oui, tout à fait. Il y a une petite ressemblance avec le Trésor des Lutins, que moi j'adore depuis des années. C'est aussi pour le même âge, 4 ans et plus. Mais c'est un petit peu plus complexe, il y a un petit peu plus d'éléments, parce qu'il y a plusieurs personnages qu'il va falloir aller voir, etc. Mais on retrouve un peu la même ambiance. Le Trésor des Lutins est très bien, et là je pense que voilà, pour aller un peu au-dessus, c'est un bon titre. J'étais même surpris que ce soit que 4 ans et plus. Oui, carrément. Mais bon, à tester en tout cas. Il y avait Il en vue, Moussaillon. Ouais, un jeu de pirate. Avec toujours cette envie, je crois, d'essayer d'apporter un petit truc en plus avec le matériel. Ouais. Et la longue vue, bah, ça change un peu la donne. Ça, en tout cas, ça donnait envie de regarder. C'est un jeu de mémoire et d'observation. On va observer un décor pendant quelques instants, puis il sera recouvert. Et après, bah, on va nous poser la question, est-ce qu'il y avait ça ou pas de présent? C'est ça, il y en a un d'entre nous qui va prendre la longue vue, qui va voir un élément du décor. Est-ce qu'il était dedans ou pas? À nous d'essayer de... Alors déjà, il va falloir communiquer. Mais il faut bien le décrire, cet élément. Il va falloir le décrire. Et puis du coup, est-ce qu'il était présent ou pas dans le décor qu'on a vu? Et on va faire ça pour un certain nombre d'éléments. Et ça, c'est très malin. Parce que si tout le monde voyait l'objet, ce serait trop facile. Le fait qu'il y ait cette petite description, là, c'est très cool. Très cool. Et je pense que pour les enfants, c'est parfait. Pirate avec la longue vue, là. Franchement, les gamins, ils vont kiffer. Il y avait alors c'est pas vraiment un jeu, mais il y avait Lula. C'était déjà très beau. Vraiment, tu passes devant, t'as envie de voir. Pour le coup, c'est un puzzle. Alors, qui rappelle un petit peu mon premier puzzle aventure. En fait, on va vivre une aventure en faisant un puzzle. Sauf que là, en fait, on a la boîte avec plusieurs tiroirs. Et donc, on va faire le début de l'histoire. Et, enfin, a priori, la baleine est blessée. On va, du coup, ouvrir un tiroir pour la soigner, il va se passer des choses. C'est un scénario à tiroir. Ouais, voilà. C'est exactement ce que je pense. Bah, a priori, il y a plein de variantes, en fait. C'est ce que j'ai cru comprendre. Plein d'embranchements différents qui fait qu'à la fin, on a des dizaines de scénarios différents. Puis on a l'habitude avec ce genre de jeu, hein, les enfants aiment bien reparcourir de toute façon les choses en autonomie. Ouais, en fait, on va faire les différents éléments et puis petit à petit les ajuster, enfin créer tout ce qui se passe autour, à l'intérieur. Ça a l'air très cool. En plus, c'est magnifique. Bah, visuellement, c'est magnifique. Franchement, là, pour le coup, encore une fois, je pense que même un parent a envie de le faire avec son gamin juste parce que c'est beau et on a envie de voir comment c'est imbriqué tout ça, quoi. Et en parlant de tiroirs, on a pu voir un petit peu plus le calendrier de l'Avent Détective Charlie. Clairement, les calendriers de l'Avent ludique, c'est quelque chose qui a le vent en poupe. Et là, on proposait une version pour enfants, et en plus dans l'univers trop gnognon de Détective Charlie, mais mon Dieu que oui, j'achète. J'achète. Je regrette d'être vieux. C'est clair. Ah, là, on a vraiment pas de bol. Nous, on avait des pauvres chocolats pourris. Maintenant, il y a des énigmes et des enquêtes à faire, quoi. Trop bien. Pour une fois, c'est à partir de 6 ans. Bah oui, puisque la boîte est à partir de 7 ans, on a trouvé ça étonnant, et tant mieux. Parce qu'il y a sûrement moins de lecture. Alors, bien sûr, on n'a pas vu grand chose et on n'a pas envie de se spoiler. On a envie de le faire autant que vous. Donc, malheureusement, le calendrier de l'Avent avant décembre, c'est un peu dommage, donc quand même de faire ça avant décembre. Et en fait, il y avait même pas que ça au niveau de Détective Charlie. Il y avait aussi un petit livre avec une lampe UV. Ouais. Un livre d'enquête. En fait, on va utiliser une lampe UV pour découvrir des choses au fur et à mesure des pages. Pareil, toujours waouh, toujours aussi mignon, toujours aussi chouette. Moi, j'adore l'univers de Charlie. Il est trop mignon et c'est bien fichu. Et le côté, je pense que partager ça avec son enfant, encore une fois, c'est trop cool comme expérience. Et donc, alors ça, j'ai pas vu, mais tu me parlais d'un jeu chez Néoludis, enfin pour le distributeur Néoludis. C'est Mimose et Sam, un petit jeu de déduction en 1 contre tous, où il y a un voleur de fruits, puis en fait on va essayer de trouver... C'est un format que j'apprécie beaucoup dans les jeux pour enfants, le 1 contre tous, parce que souvent le 1, c'est un peu plus dur à gérer, donc c'est l'adulte qui va le faire au départ. Ça permet d'appréhender le jeu pour les enfants qui sont en face, et puis après ils ont tout de suite, en règle générale, envie de prendre cette place-là. Donc ça, c'est très chouette. Moi, j'aime beaucoup. Et le tout dernier, c'est Et puis voilà, un jeu narratif, en fait, pour les tout petits, qui est fait par Spaceco et Ori Games, où en fait, on va piocher des éléments pour raconter une histoire. D'un côté, il y a un texte à trous, et on va remplir avec les petits éléments, et donc on va raconter une histoire grâce à tout ça. Et de l'autre côté, en fait, c'est carrément tout vide, et c'est toi qui vas inventer toute l'histoire. Je pense que c'est un très bon jeu pour apprendre
aux enfants à raconter des histoires, à échanger, à se développer l'oral. Enfin, ouais, développer le vocabulaire, etc. Exactement. Ouais. Bah, c'est le genre de jeu qui, pareil, je pense qu'il va clairement plaire au-delà du cercle familial, quoi. Tout ce qui est orthophoniste, etc. Enfin, tout ça, c'est clair que ça va plaire. petite transition. Petite transition, c'est parce que c'est enfant sans être enfant, il n'y a pas que pour les enfants, mais Smart Games était présent, il n'y a pas que Smart Games qui fait du casse-tête, mais il y avait quand même quelques trucs assez cool là-bas, moi j'ai trouvé. Le premier que moi j'ai aperçu, c'était un Lutin 1, 2, 3. Lutin 2, 3. C'est pour les tout petits, je crois que c'est marqué 3 ans. C'est un jeu d'observation finalement, puisqu'on doit placer des lutins les uns par rapport aux autres, mais il y a des petits pièges, genre il y a des petits pots de fleurs, il y en a qui sont vides, il y en a qui sont pleins. C'est très proche de Lapin Magicien, si vous avez C'est ce que j'allais dire, finalement, dans cet univers-là. Hein. Mais un peu plus complexe quand même, les éléments sont un peu différents. Et c'est tout mignon, en bois aussi. Et c'est typiquement le genre de jeu, un adulte, il vient en se disant « Oh, c'est facile », puis dès qu'on tombe sur un défi, on se sent un peu idiot quand on est face à un défi C'est à partir de 3 ans, comment ça se fait que j'y arrive pas? Mais c'est ça la force de Smart Games, c'est de réussir à être ouvert en fait en termes de public. Je t'ai vu jouer à un moment donné à une version hexagonale, je sais même plus, de Genius, c'est une autre version. Ouais, la dernière version, la plus hardcore. C'est ça, vous avez aimé le Square et le Star, et ben partez sur le nouveau Genius, je connais plus le nom. C'est vraiment beaucoup plus difficile, c'est très très chouette. On peut jouer à 2 en mode compétitif, le premier qui réussit à faire résoudre le casse-tête entre guillemets, hein. Et sinon on peut jouer tout seul et rien que ça déjà c'est un vrai plaisir. Bah, si vous y avez jamais joué, c'est très proche d'un game Ton Papa finalement, qui est un peu plus connu, oui, mais un peu plus complexe. C'est ça, sauf qu'il y a toujours des lancers de dés qui vont nous définir des emplacements et après à nous de nous débrouiller. Il y a une part d'aléatoire finalement. Exactement. Sinon il y a des tout petits qu'on emmène partout qui sont très très chouettes. Et là le dernier qui vont sortir c'est Reverso. Non, même format que Ecumini là. Mais là c'est une mécanique très différente. On a des éléments qui sont des carrés, des ailes, peu importe. Avec d'un côté donc un truc plat et des petits picots. Il va falloir réussir à tous les positionner d'un côté ou de l'autre de notre. C'est une forme de caoutchouc souple, c'est ça, enfin. Les éléments qu'on met, mais sinon dans une grille, on va dire. Et en fait, l'idée, c'est de tout réussir à mettre. Remettre le puzzle pour les 2 côtés. C'est pas évident. C'est le genre de casse-tête qu'on défait. Puis après, on se dit, mince, pourquoi je l'ai défait? Parce qu'il va falloir que je le remette, là. Tu sais quand tu commences, tu sais pas quand tu finis. Et last but not least. Ah bah moi, coup de cœur direct, genre j'ai vu le matériel, j'ai kiffé, c'est Rock Passepartout. En gros, la promesse, quand même, finalement, c'est de traverser un donjon avec un aventurier, qui est une sorte de cube, là. C'est comme un gros dé, qu'on va déplacer face après face en allant à droite, à gauche, devant. En plus, il y a des éléments qui sont aimantés, donc faut aller chercher, genre, le bouclier, etc., avant de sortir. Là, franchement, je trouve que de tous les Smart Games que j'ai pu tester, c'est celui qui me vend le plus de rêves, là, vraiment, en termes de mise en scène. Je trouve ça vraiment génial. Et chez Tribio, il y en avait un très très beau. Toi, t'es très fan en plus de ce genre de choses. Ouais, c'est ma cam. Je dois dire que même moi, qui suis pas spécialement fan de ce genre de choses, l'objet, rien qu'en lui-même, il est magnifique. C'est le clou puzzle, Maya. Box, puzzle, casse-tête, c'est tout à la fois. Déjà, on a un beau petit paquet style Panettone qu'on ouvre pour trouver on va appeler ça une pyramide. Et faudra faire donc les différentes faces du puzzle. Et en fait, il y a des choses aimantées, il y a des choses à débloquer pour avancer dans le puzzle. Je ne sais pas du tout où est-ce que ça nous amène, mais il est magnifique visuellement et en plus l'édition, juste la boîte qui s'ouvre comme ça, genre offrir ça en cadeau. Ouais, c'est clair. On passe au jeu d'ambiance. Il y avait Profiler, quoi, une réédition de Profiler. C'est un très bon jeu d'il y a quelques années chez Cocktail Games. Qui revient enfin, oui. Ouais, parce qu'il y a pas mal de gens qui le demandent, pas mal, pas des centaines, mais régulièrement, il y a des gens, Profiler, on aimerait bien l'avoir. Et là, il est de retour, c'est trop cool. Donc c'est un jeu sur les préjugés, avec des célébrités, ce genre de choses. Et on va pas s'étaler 36 ans, parce que ça va surtout intéresser les gens qui attendaient Profiler. Mais si vous connaissez pas, Profiler, c'est très cool en jeu d'ambiance, où on va discuter avec les gens et se poser des questions qu'on se poserait jamais. C'est ça qui est cool avec ce genre de jeu. Genre, est-ce que Hulk, il ferait plutôt ça, il irait plutôt en tutu à une soirée déguisée, ou est-ce qu'il irait plutôt... Voilà. Depuis le temps que certaines personnes l'attendaient, on est très très content de pouvoir le reproposer. On a vu aussi le futur Hitster 3 dans une boîte un peu plus grande, c'est la version Bingo. Donc une version avec une boule à facettes qui fait de la lumière, qu'on va lancer, elle va tourner et elle va s'arrêter sur un type de défi. C'est pas toujours les mêmes, et donc ce sera pas comme le Hitster 1 et 2. On n'aura pas besoin de faire systématiquement le classement dans la timeline. Là, on aura des questions différentes, soit sur les auteurs, soit sur les interprètes, soit sur justement l'année, la période, plein de choses
choses différentes. Donc amateur de culture musicale, clairement, foncé. Le jeu de base, de toute façon, il fonctionnait déjà très bien. Ouais, c'est un excellent jeu, et là, cette version-là a l'air d'apporter plein de choses originales. Autre suite, un jeu qu'on apprécie, l'Enclume, même si c'est un jeu qui ressemble un petit peu à des choses qui sont déjà sorties. Contrario, tout ça. Voilà, bon, il y a des débats autour de ça, mais à la limite, on s'en fiche un peu. On aime bien le jeu, ça fonctionne, c'est très fun. Pardon, on aime les jeux de mots à 2 balles. Voilà, c'est ça. Et donc l'Enclume, si vous connaissez Contrario, ça y ressemble. Hein. C'est un jeu où on va essayer de faire deviner un truc avec les sortes de contraires synonymes. En capillotracté. Si je vous dis Jésus en piano, il faut trouver Christian clavier. Christian clavier. Et ben là, ils sortent une version image. Alors en fait, dans cette version-là, il y a en effet la moitié qui va être des images et l'autre moitié plus classique. Et c'est assez marrant, ça change un petit peu la donne. On retrouve toujours l'humour un peu débile, mais c'est marrant. Enfin, sur les images là, normalement, il doit y avoir LinkedIn, genre Link de Zelda, hein, il est en train de manger. Donc il dîne, LinkedIn. C'est assez fun. Franchement, moi ça me fait beaucoup rire. C'est assez débile, mais on en redemande. Ouais, c'est un humour que j'aime beaucoup. Moi, chez Ravensburger, il y a un jeu qui m'a pas mal visuellement intrigué. On peut pas dire qu'il est beau, mais il est intriguant. C'est Oh My Pigeons. Il est quand même plus beau que ce qu'il a pu être, ce qu'il aurait pu être en version originale. C'est vrai. Et en gros, il y a plein de petits pigeons. Et ça a l'air d'être chaque joueur a un banc et on essaie de choper des pigeons. On attire les pigeons. Ça a l'air d'être une sorte d'Exploding Kittens, un jeu de cartes où il va y avoir des retournements de situation dans tous les sens. On n'a pas pu y jouer, mais rien que pour la promesse et puis la DA un peu what the fuck, moi ça me fait beaucoup marrer. J'ai envie de l'avoir. C'est fourni sans les morceaux de pain, je crois. Et il y avait aussi des jeux de pichenette. Ouais, chez Yellow. Ouais. Je me rappelle même plus des noms, hein. Ça doit être affiché à l'écran. En gros, c'est du golf et du foot. Du foot, ouais. Et le foot, c'est marrant parce que quand Sonia nous a présenté le jeu, on se dit oui, ça ressemble à un jeu de foot classique un peu. On a vu des jeux comme ça. Mais à la fin, elle dit à chaque fois qu'on prend un but, on enlève un petit picot. Et là, tout de suite, j'ai senti l'intérêt de tout le monde. Ah, mais trop cool. Ouais, ça change un petit peu la donne, ça ouvre des possibilités. Mais carrément, c'est un petit choix stratégique, etc. Alors bien sûr, il y a la dextérité, un peu de hasard, mais c'est très rigolo. On a essayé vite fait. Il y aura en plus 2 tailles pour celui-là. Même le petit est pas si petit que ça. Non. C'est assez agréable à jouer. Et puis à côté, il y avait le golf. Donc ça propose des parcours différents. Ouais, du mini-golf classique, mais en pichenette, toujours rigolo. Un petit dernier pour la route. Ouais, alors là, c'est Crack 29. On est en 1929, crack boursier, tout le monde a peut-être entendu parler. Et là, en fait, on va jouer les traders et on va essayer de ne pas perdre trop d'actions, en gros. Hein. En gros, on va essayer de s'échanger des actions, si j'ai bien compris, de les revendre au bon moment. Sauf que... On voit les courbes, c'est ça qui est rigolo. Ouais, sauf que ça va partir en sucette. Ce qui a l'air vraiment très très fun dans le jeu, c'est que si on se rend compte que vraiment on ne va pas gagner, on peut faire en sorte que tout le monde perde en faisant vraiment dégringoler la bourse dans une des valeurs. Et là, si c'est le cas, tout le monde a perdu. Et du coup, on sera pas le seul à avoir perdu, quoi. Moi, je trouve que assumer cette règle, c'est trop bien. Juste ça me donne envie de jouer, en fait. J'en connais qui seront parfaits dans ce jeu. On en connaît tous. Passons à la catégorie famille, si tu le veux bien. Pas mal de jeux, clairement, dans cette catégorie. Pas mal de très bons titres, des trucs très prometteurs qui donnent très très envie. Moi, j'ai envie de commencer par un qui m'a tapé dans l'œil, l'un des premiers qui m'a tapé dans l'œil, qui, je pensais au moment de l'aborder, c'était plutôt junior, mais finalement c'est plutôt famille. C'est Little Alchemist, qui est une version light du jeu Alchemist, qui est un jeu expert pour le coup. C'est une version plus accessible en fait. Ouais. Et moi, j'adore Alchemist, mais j'ai toujours trouvé que il n'était pas justement suffisamment accessible, parce qu'en fait, c'est un jeu de déduction où en gros, on a un alchimiste, on a des ingrédients, on sait pas ce que ça fait, et tout au long de la partie, on s'amuse à mélanger des trucs pour voir ce que ça donne. Et dans sa version plus complexe, il y avait en plus une surcouche de pose d'ouvriers qui était pas forcément évidente à appréhender, alors que là, ils ont l'air de se concentrer que sur cette partie alchimiste où on mélange des trucs, et en plus, ça propose une campagne qui est crescendo en termes de difficulté a priori. Le jeu se joue avec une application qui va nous aider à déterminer les couleurs que font les différents éléments. Exactement. Je sais pas si c'est comme dans le jeu d'origine, parce que dans le jeu d'origine, il y avait une application mais on pouvait s'en passer, mais il y avait une personne en gros qui faisait que ça de la partie, il jouait pas en fait, il nous donnait le résultat des mélanges, donc pas très intéressant. Je sais que ça peut gêner certaines personnes, en plus le jeu est un poil cher quand même par rapport au public, il est à 50 € prix de vente conseillé, mais moi j'ai tellement bons souvenirs de Alchimiste que ça me dérange pas en fait, clairement faut voir en termes de matériel et tout, la campagne, ce que ça peut apporter, donc on va voir comment ça va être accueilli par le public. Un autre jeu qui paraissait être un jeu pour enfants, mais qui finalement ne l'est pas tant que ça, c'est Monkey Island, un jeu avec des Lego, estampillés Lego. Ils avaient annoncé ça il y a pas longtemps sur les réseaux, que Asmodee s'occuperait de faire des jeux Lego avec Lego. Et ça a l'air d'être le premier, en tout cas, de la série. Ouais, c'est un jeu qui a un vrai effet waouh. Parce qu'en fait, on va construire petit à petit des éléments, essayer d'aller toujours plus haut avec des petites pièces de Lego qu'on aura récupérées. À chaque tour, on va pouvoir poser les éléments et essayer d'aller le plus haut possible en forme d'escalier. Et à chaque fois, en haut, on mettra une petite décoration. Et on fera ça à tour de rôle en essayant de marquer un maximum de points, sauf que on va essayer aussi de se bloquer les uns les autres. Oui, parce que les décos,
bloque les autres. Et des petits personnages aussi qui font... Les petits singes et tout voilà. ça. À la fin, on finit avec une structure qui est magnifique. Et parce que c'est pas la première fois que Lego fait des jeux, mais alors je les ai pas tous faits, mais moi il me semblait que en gros on construisait le plateau Lego et finalement c'était un jeu classique. Là, le fait de vraiment inclure la construction dans la mécanique de jeu, pour moi, mais alléluia quoi. Pour une fois, il y a des auteurs derrière. Non, c'est vrai. Enfin, et franchement, ouais, trop envie d'y jouer avec mes enfants, trop envie d'y jouer en famille. Un truc encore plus léger qu'on a testé ensemble mardi dernier, Refuge. Oui, Refuge. Est-ce que tu veux nous en parler? Ah bah moi je veux bien t'en parler si tu veux. Alors pas moi, moi j'ai les cheveux. Non mais ils veulent pas. Bah Refuge, c'est alors déjà franchement on peut pas ne pas tomber amoureux de la boîte tellement c'est magnifique. Genre ouais, vraiment les mais les couleurs à la Bambi, sont magnifiques. Et pourtant c'est un jeu sur la nature. Voilà, on va se promener dans la nature et en gros c'est ce qu'on pourrait appeler c'est du backbuilding hein. On va avoir des petites tuiles dans son petit sac, en piocher 2, choisir celle qu'on pose, relâcher l'autre, peut-être parce que des fois on tombe sur l'orage. Ça c'est un peu le truc qui guette, qui peut mettre fin à la partie prématurément. Et voilà, on décide de poser ces trucs, ça va nous apporter des petits pas qui sont la monnaie du jeu hein, pour pouvoir améliorer son sac en achetant de nouvelles tuiles. Il y a des animaux qu'on va rencontrer et qui vont nous rapporter des points quand on les a vus, mais aussi quand on va revenir. Et on essaie d'anticiper tout ça. Il y a une notion de stop ou encore, parce que justement l'orage guette, donc faut savoir parce que si on attend trop longtemps et que l'orage apparaît, ces fameux points qu'on aurait pu récupérer au retour, on ne les aura pas. Et en plus, il y aura des pénalités possiblement en donnant les pas, et du coup ça nous fera moins d'argent pour ou des points la suite. Ou des points. C'est vraiment très léger, hein, c'est familial comme jeu. Oui, alors, pour le coup, c'est accessible dès très jeune, c'est très chouette, c'est très chill, vraiment, mais c'est super agréable. Il y a moins de tension que dans un Charlatan de Belcastel, pour le comparer à un jeu comparable. Puis ça joue un certain nombre de manches, et puis après on regarde les points. Très simple, très très bon. Excellent. Juste après, t'es parti tester un jeu avec Nolwenn et Léandre, c'est Dragon des mers. Exactement, c'est un jeu qu'on nous avait montré sur le stand Gigamic, et étonnamment, j'étais assez attiré par la boîte, mais pas par le matériel. Mais justement, c'est dans ces cas-là que j'aime bien aller tester des choses. Et en fait, ça marche très très bien, c'est très très cool. C'est un petit jeu avec des dragons, hein. Chaque joueur va avoir un dragon, enfin même plusieurs dragons à sa couleur. Et on va prendre place sur le plateau, et il y a une notion de majorité, hein. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs zones dans lesquelles on va essayer d'être majoritaire par rapport aux autres. Et à chaque fois qu'on se place, on va gagner des points, etc., etc. On va nous imposer des formes, et il y a aussi des objectifs à atteindre. En gros, on va jouer une carte qui nous donne une forme, et on va placer nos dragons. À la Tetris, un petit peu, voilà, en étant embêté par les autres, etc. En essayant de ne pas aller dans les tourbillons, et de ramasser un maximum de choses qui nous permettront de marquer des points. En fait, très plaisant à jouer, vraiment très plaisant, très envie de le tester avec d'autres personnes pour voir ce que ça donne. On n'a pas pu finir la partie, c'était joué en express, quoi. Ouais, vraiment express. Et je trouve que, la boîte, elle est très jolie, le matériel un peu moins, mais bon, vraiment, le couverture de Weberson Santiago, qu'on retrouve partout sur le festival. Franchement, c'est son année. Il y a deux jeux qui se ressemblent visuellement, enfin, qui ont un peu le même esprit. Dans le même univers, en fait. Dans le même univers, ouais. Ouais, chez Matago. C'est Kyoto no Neko, un jeu à partir de 8 ans, un jeu de plateau où, en fait, on va explorer la ville de Kyoto, on est des chatons et on va essayer de vivre des expériences, en fait. Je pense que rien que pour ça, il y a plein de gens qui vont l'acheter. Alors, une DA, mais vraiment magnifique. Carrément. Franchement, il est trop beau, ce jeu-là. Il me fait vraiment envie, j'ai envie d'y jouer avec mes enfants. C'est vraiment un jeu, pour le coup, famille, avec des enfants. Pas un jeu où on jouerait tous les deux, en mode expert, essayer de marquer des points. On s'en moque complètement. C'est une aventure qu'on va vivre. On va prendre notre petit personnage, un petit chat qui est tout mignon, qui va se balader, essayer de vivre des expériences, rencontrer des gens. On a des petits objectifs. Ils vont nous demander de savoir faire des choses ou d'apprendre à faire des choses. Et pour ça, en fait, on va lancer un dé. Et selon notre expérience dans ce domaine-là, on va réussir ou rater notre mission. Sauf que c'est important de rater. Et c'est un jeu qui est même pédagogique parce qu'en fait, il nous apprend à persévérer. C'est-à-dire qu'on apprend par l'expérience. C'est-à-dire que notre jauge va augmenter à chaque fois qu'on va rater. On devient de plus en plus expérimenté. C'est intelligent, c'est beau. Enfin, vraiment... en fait, qu'est-ce qu'on peut demander à un jeu de plus si en plus, philosophiquement, il apporte un truc, quoi. De passer un bon moment. Et a priori, ça a l'air d'être le cas. Et donc, dans le même univers, il y a un petit jeu de cartes qui va sortir, qui s'appelle Gangs of Kyoto. Même visuel, tout aussi mignon. Ouais. Là, ce sont que des cartes, et c'est une réédition de Danger 13. C'est un petit jeu taquin, où en fait, on est dans l'esprit du blackjack, où il faudra jamais dépasser 13. À tour de rôle, on va faire le donneur, entre guillemets. On va piocher une carte par joueur. On pioche une carte, on décide de la donner à quelqu'un, nous y compris. Si la carte me semble intéressante, je peux me la donner, sauf que c'est la seule carte que je me donnerai. Si plus tard, il y en a une mieux, tant pis pour moi. Donc, je vais devoir la donner à quelqu'un, et puis on va faire ça pour chacune des personnes. Puis à la fin, on se dit, mince, cette super carte, je suis obligé de te la donner, il n'y a plus qu'à toi. Donc, ce côté-là est vachement chouette. Sachant qu'il faudra jamais dépasser 13, il y a des cartes qui nous rapportent des points qui nous font monter en valeur, ou alors qui nous font pas monter en valeur pour se rapprocher de 13, mais qui nous font gagner des points, ou perdre des points, enfin, ou pas en gagner. Ce genre de jeu bien interactif et drôle. En parlant de gang. Le jeu qu'on voulait à tout prix aller découvrir sur le festival. Carrément. C'est chez Yellow. C'est The Gang. Ouais. Et
Trop bien. Moi, je m'attendais à rien. En vrai, voilà, j'y suis allé sans savoir, presque. Peut-être parce que je t'ai poussé beaucoup. Faut le voir, oui, tu m'as poussé, mais vraiment, je ne savais pas du tout de quoi il était question sur celui-ci. Ça reprend pas mal de choses du poker. Hein. C'est clairement un poker. C'est un poker, un hold'em, mais coopératif. Le thème, c'est qu'on est des cambrioleurs. On va donc cambrioler une banque tous ensemble. Et pour ça, on va essayer de faire sauter des verrous. Et la manière de faire, c'est manière poker Texas Hold'em. On a des cartes au centre. On a une main on va recevoir une main. Et à chaque tour, on va un peu noter sa main. C'est ça qui est assez cool. Ça va donner une indication aux autres. Donc ça, c'est un moment assez libre. Hein. Tout le monde prend la note qu'il pense. Ah bah tiens, je te la pique. On peut juste pas redonner une note qu'on a déjà prise. Et entre chaque tour, on va révéler de nouvelles cartes, comme au Texas Hold'em. On va renoter sa main. Et à la fin, il faudra, quand on les révélera, dans l'ordre du classement, il faudra que ce soit OK, quoi. Donc on retrouve un peu de The Crew. Tous les gens qui sont néophytes en poker, c'est pas compliqué, mais il va falloir aborder un peu cet aspect-là de une paire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, une double paire, on se rend pas compte à quel point c'est bien quand on a jamais joué. En vrai, je trouve que c'est un peu comme The Crew quand on est néophyte dans les jeux de ce type. Mais en vrai, c'est aussi des bons jeux d'initiation, je trouve. Ah bah complètement. Ouais. Parce que comme c'est coopératif, tout le monde est bienveillant. Enfin, à moins vraiment de tomber sur quelqu'un qui est ultra challenger et tout. Mais t'es trop con, putain. Pourquoi t'as mis ça? Mais la sensation de jeu, trop bien. Et moi, j'aime bien ces jeux à révélation, en fait. Le côté, trop bien. Et quand on y arrive, quel plaisir. Ouais. Je pense qu'il doit y avoir des moments où on a quasiment la même chose et ça se joue à rien. On va être dégoûté parce que c'est... Pareil, hein, la sensibilité différente de chacun sur qu'est-ce qui est une bonne main. On va apprendre à se connaître justement, à comprendre les autres. Trop bien. Un autre petit jeu très attendu, c'est Once Upon a Draft, qui est un petit jeu léger dans la gamme de décales et tout ça. Une gamme misotée. Voilà. Et là, en fait, c'est un jeu de draft où en fait, on va se passer des personnages de contes de fées et simplement, à chaque fois, on va essayer de comboter entre eux. Une fois qu'on aura fait notre main, on va les jouer à tour de rôle comme un jeu de pli entre guillemets. Hein. Enfin, il y en a un qui pose une carte et on va essayer de la poser au meilleur moment en essayant d'interagir avec les autres personnages pour qu'ils nous rapportent des points. Une fois qu'on aura joué toutes nos cartes, ces cartes-là vont être remises les unes à côté des autres et on va voir combien de points on marque en fait dans cette famille-là. Ça a un petit côté aussi Fantasy Realms. Quelque part, il y a telle carte qui combote avec telle carte qui rapporte des points. Voilà. C'est un jeu rapide en plus. Donc franchement, on est sur quelque chose d'un petit peu plus joueur quand même que du décal ou autre Kamanga, mais mais c'est une gamme qui essaie de s'adresser à tout le monde et il y a de plus en plus de choix, je trouve. Alors on part sur un truc un petit peu waouh. Moi, je trouve ça cool, en tout cas. Mais, même visuellement, en fait. On construit un petit peu des choses. Ouais. C'est Superstore 3000. Le thème, c'est ça. On va créer un magasin, même un supermarché, même encore plus une galerie marchande. Des malls. Un truc de fou, quoi. Et ça a l'air trop cool. En plus, le visuel est très particulier. Ce côté presque rétro-futuriste, entre guillemets. Mais, en fait, on accueille des aliens à moitié. Ou... Ouais. Et à chaque fois, on va avoir 3 clients qui attendent à l'entrée et qui ont des besoins. Et on va essayer de construire notre superstore pour attirer les clients. Exactement. Les petits bonhommes, c'est des petits trucs en résine, là, ça change un petit peu, C'est trop cool. Ça vend du rêve, ça me donne trop envie de le tester. Le côté un capitaliste assumé. Et en plus, avec des pièces un peu plus loufoques, c'est pas juste un truc tout carré, là, on va aussi avoir des éléments un petit peu plus loufoques. On a vraiment envie de tester celui-là. Donc on a revu un jeu autrement, qu'on avait déjà vu avec notre commercial, mais qui s'appelle Avant-Garde. Ouais. C'est un jeu de deck building accessible, parce qu'en fait, dedans, il y a rien à lire. En gros, il y a que des numéros. On va juste avoir des cartes en main et faire une chaîne en essayant de lier les cartes soit par numéro, soit par couleur. Donc c'est des Uno, quoi. Voilà, tout ça, on va mettre les cartes les unes après les autres. Donc faire une série de cartes et en gros plus on aura de cartes et plus la valeur de points qu'on aura est forte. Ça nous permettra éventuellement de gagner des trophées et sinon de racheter des nouvelles cartes qui vont essayer de comboter plus tard dans notre main quand elles vont ressortir. Donc visuellement il y a déjà un vrai parti pris. Effectivement, c'est très joli. Même dans l'édition, on déplie pour que la mise en place, ça c'est cool. Donc il y a plein de setups qui renouvellent la partie, donc ça donne vraiment envie d'y retourner. Moi j'ai adoré. Un autre deck building dans une plus grosse boîte. Avec un univers graphique assez cool aussi. C'est un jeu de Maxime Rambourg qui s'appelle For a Crown. Donc For a Crown, c'est un jeu de deck building compétitif dans lequel il y a un seul paquet de cartes. Ça déjà, la promesse, ça donne trop envie. C'est clair. En gros, on va acheter des cartes et on va les mettre dans nos sleeves qu'on mélangera au paquet. Et quand ça sortira, si c'est ma carte, c'est moi qui joue. Et simplement, ça va me donner des avantages ou surtout, ça va pourrir les autres. Et ça a l'air très très cool. Donc en gros, on construit quelque chose ensemble et on sait pas trop comment ça va aller. Ça risque d'être chaotique, plutôt fun, plutôt dynamique, frontale. Et... Ouais, carrément. Et puis visuellement, je trouve assez joli en plus. Donc ça sort bientôt, ça donne trop envie. Un petit moment réédition. Moi, j'étais trop content de voir Survive the Island, la réédition de The Island, voilà, qui pour moi est un jeu chafouin par excellence, un jeu que je trouve trop cool. Et on a remarqué en plus que le fait de dire Survive the Island, c'est presque un clin d'œil aux toutes premières versions, etc. Et ça, c'est très très cool. Ouais, Survive, Escape
Escape from the Atlantis. Et bon, il y a quelques petits changements, hein, notamment le dragon des mers qui se transforme en kaiju Godzilla. Mais qui du coup peut aller sur la Terre. Oui, et ça change tout. C'est clair. On n'est plus du tout à l'abri, même quand on est sur Terre. Et avec l'extension qui va avec, qui sortira a priori un petit peu plus tard, où on retrouve quand même le dauphin, le poulpe, etc., etc. Voilà, petit moment de réédition qui fait du bien, parce que moi c'est un jeu que j'ai beaucoup joué. T'as une lame à l'œil. Ah ouais, clairement. Enfin enfin. Et donc t'as testé un petit jeu de cartes qui ressemblait à un autre jeu de cartes qu'on vend par wagon. Donc ce n'est pas une réédition, ce n'est pas Skull King, c'est Skull Queen cette fois. Honneur d'âme. Voilà, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh là là, bah, il surfe sur la vague d'un jeu qui marche très bien, et en fait c'est vraiment excellent. C'est un jeu de plis, comme la version Skull King. Là on va pas estimer le nombre de plis qu'on doit faire, mais estimer le nombre de points qu'on doit faire. D'une certaine manière aussi estimer le nombre de plis, mais c'est un petit peu différent. Ouais. Là en gros on a chacun une planche à pirate, qu'on va pouvoir mettre dans un sens ou dans l'autre, vous découvrirez. Et simplement quand je remporte un pli, mon personnage de la couleur en question va avancer sur la planche à pirate. Et si je fais la plus petite valeur, je recule. Dans un sens, je vais pouvoir marquer des points, dans l'autre, je vais pouvoir en marquer moins. Mais par contre, si je sors de la planche des pirates, bah, je marquerai pas de points. Et ben, c'est très malin. Franchement, c'est taquin comme son grand frère. Et c'est très bien vu. Ce côté, j'essaie de placer mes personnages au départ en me disant, bah, celui-là, j'ai une forte main, donc je risque de monter beaucoup. À l'inverse, celui-là, je vais descendre beaucoup. Et ben, à moi d'estimer ce que je compte faire. Et il y a toujours quelqu'un pour venir nous saper ce qu'on avait prévu. Ben voilà, c'est très drôle et très beau. Bon, on pouvait pas passer à côté d'un autre jeu qui fait pas mal parler de lui, Tower Up. Le dernier jeu de chez Monolith. Qui s'est spécialisé avec le temps avec des jeux à financement participatif et qui revient à des versions retail, des versions qu'on aura en boutique. Ils ont l'air d'avoir beaucoup investi dessus, en com et tout, et ça a l'air assez cool, assez simple d'accès, assez familial. C'est un jeu abstrait, avec une thématique, maligne en fait. Ouais, complètement. On va construire une ville tous ensemble, on va poser des bâtiments à tour de rôle, et la particularité c'est que dans une même zone, on peut pas avoir deux fois le même bâtiment. Quand je pose un bâtiment, je vais pouvoir construire autour, et mettre des toits, mais pouvoir recouvrir les toits, il y a une espèce de majorité dans chacune des zones, dans chacun des bâtiments, les gens qui sont aux commandes de ça, c'est des gens qui ont de l'expérience, et on a hâte de voir si le public va bien accueillir le jeu, et puis et même de le tester nous-mêmes. Parce que là on n'a pas pu, mais ça donne envie quand même. Autrement, il y a un autre petit jeu dont on n'a pas encore parlé, c'est un petit jeu de cartes. Ouais. Avec des coins-coins. Ah oui, Duck and Cover, pardon. C'est un petit jeu de cartes malin, vraiment très simple, du niveau du Skyjo, vraiment. C'était difficile de passer à côté, avec les gens qui présentaient, qui étaient tous habillés avec du canard partout, là. Ouais. Vraiment, c'est un jeu qui a une esthétique qui est particulière, que moi j'aime bien, mais qui est un parti pris en tout cas, et qui est vraiment très simple. On a un tableau comme dans Skyjo, en 4x3, avec des numéros qui vont de 1 à 12, du coup. On retourne au milieu de la table une carte, c'est un 2, on va pouvoir prendre le 2 et le déplacer pour manger un autre canard. Et on va faire comme ça, comme un solitaire. Le but, c'est d'avoir le moins de points à la fin, le moins de tas, sachant que sur les valeurs, plus c'est haut, plus les rapports de points, et le but c'est d'en avoir le moins possible. C'est tout simple, c'est rigolo parce qu'en fait quand on a plus une certaine valeur, on va dire coin, et si tout le monde dit coin, la carte est mise de côté, et ça s'arrête une fois que un certain nombre de cartes ont été mises de côté. Ça se joue en 5-10 minutes, c'est très fun, et franchement ça marche super bien. Il y a un jeu dont on a tellement parlé déjà, ne serait-ce qu'entre nous, c'est le nouveau Sur les traces de Marie Curie, et c'est vrai que moi j'ai trop envie d'y jouer, clairement. Plus on nous en parle, plus ça donne envie. Déjà qu'on apprécie fortement, moi beaucoup, oui, la gamme de Sur les traces. Sur les traces de Darwin. Là, Sur les traces de Marie Curie, ça donne envie. Mécaniquement, des petites idées super rigolotes. Cette fameuse tour à ressources. Assez marrant. Il y a un peu d'opération noisette dans Marie Curie. J'aurais comparé à Frostpunk, mais... Ah oui, on n'a pas les mêmes références. Ou alors on va lâcher ces petites ressources, on n'est pas sûr de ce qui va tomber, de ce qu'on va recevoir. Et on retrace la vie de Marie Curie comme ça sur une sorte de timeline qui va représenter les tours de jeu qui vont se succéder. Toujours avec cette logique finalement dans cette gamme, de pas en ajouter sur la culture générale pendant la partie. Il y a une vraie mécanique de jeu, c'est le thème, mais c'est pas ce qui nous intéresse le plus finalement. Mais toujours aussi avec ces annexes. Cette documentation à côté qui ouvre à la curiosité, moi je trouve ça vraiment trop cool. Pour moi c'est ça un vrai jeu qui est d'un côté ludique et puis de l'autre va quand même apporter un peu de connaissances. De culture, un vrai jeu de culture générale. On passe en expert initié. On va un peu, parce que c'est toujours compliqué de définir si c'est vraiment expert ou initié alors qu'on n'a pas pu forcément y jouer à fond. On va quand même essayer
d'aller Crescendo, ouais. Ce qui nous semble être crescendo, en tout cas. On peut parler d'un jeu qu'on a déjà bien vu et testé même, Bombbuster. Bombbuster, ouais, complètement. Qui arrive très bientôt. Jeu coopératif. Le dernier de Cocktail Games. Complètement, avec un petit effet Hanabi. On a des fils à couper pour désamorcer une bombe. Plusieurs scénarios évolutifs, de plus en plus compliqués. Les numéros sont placés dans l'ordre devant nous. Les autres ne voient pas quel numéro c'est. On va donner quelques indices au départ qui permettent d'évaluer des valeurs. Et puis petit à petit, on va essayer de retrouver des paires de numéros. Au fur et à mesure des coupes, on va pouvoir en déduire certaines choses chez les autres. Et en fait, il y a ce que j'aime bien dans le jeu, c'est cette pression. Hein. Quand c'est à nous de couper, faut pas se foirer, quoi. Mais ça marche très très bien, c'est très cool. C'est de la déduction à 100%. Complètement. C'est-à-dire que si ton indice est bon, je vais pouvoir en déduire que. Et puis des fois, ça devient tendu. Ouais, c'est clair. Mais vraiment excellent. Visuellement, je trouve très joli. Toujours. De toute façon, Cocktail Games là-dessus, ils sont au taquet, ils sont très forts. Toujours coopératif et de déduction. Il y a le jeu Behind. Behind, c'est un petit jeu d'enquête, entre guillemets, hein, où en fait, on va essayer de placer des éléments les uns à côté des autres pour reconstituer un carré rectangle. Et une fois que ce sera fait, on va révéler en retournant toutes les tuiles. Et si le dessin est bien fait, c'est qu'on a réussi notre mission. Et en fait, c'est de la déduction. Moi, j'ai eu l'occasion de faire la démo. C'est très malin. On essaie de comprendre pourquoi cet élément, enfin, à côté de quoi cet élément a besoin d'être. Sachant qu'il y a des petits pièges. Et qu'on a zéro info. On a juste les éléments. On regarde, on essaie de comprendre. Et de déduire, en fait, des choses en voyant des éléments. Alors, pourquoi ça me parle de ça? C'est qu'il y a un rapport avec ça. Donc, peut-être que si je le mets à côté, il y a des flèches. On sait pas trop. Des éléments qui sont plus évidents que d'autres, hein. Il y a d'autres, des petits pièges, comme tu disais. La boîte est plutôt jolie. En plus, je trouve, elle attire vraiment l'œil. Donc, je pense qu'il y aura un effet, juste curiosité rien qu'en voyant la boîte. Et si en plus, c'est le genre de jeu, hein, si en plus, après, on a l'essai, il est réussi parce que le jeu fonctionne et est assez original. Là, ça a l'air d'être le cas. Alors, rien que la démo est chouette et a priori, les jeux sont encore meilleurs avec plus de tuiles. Il y a 3 enquêtes. Il y en a une qui est faite par Maud Chalmel, une qui est faite par Martin Wittberg et la 3e par Pierrot. Comme c'est chez Kiff Édition, c'est pas étonnant. Dans l'univers de Cartographeur, on a découvert Stone Spines Architects. C'est un jeu, alors ça reprend un peu le visuellement, mais en fait, en jeu, c'est assez différent. On va devoir constituer un donjon, en fait, hein, pour accueillir des héros. Donc, on est des méchants. Enfin, on a un Minotaur, c'est ça, je crois. Je trouve ça presque dommage qu'il se soit limité au Minotaur, mais... on est dans un labyrinthe, donc quelque part... Oui, c'est vrai. Et donc, on va constituer au fur et à mesure de la partie nos salles, on va les agrémenter d'éléments dessus, etc. Ouais, on va faire d'étage en étage, de ligne en ligne, essayer de placer des bons éléments au bon endroit pour marquer des points. Et franchement, même si la boîte, je la trouve vraiment pas belle pour le coup, le jeu en lui-même est pas moche, on retrouve un peu le visuel qu'on a sur Cartographeur. Et le thème, de toute façon, ce thème-là, moi, me plaît, hein, ça me rappelle les Dungeon Keeper de l'époque en jeu vidéo, hein, où on était un méchant et on avait nos petits gobelins qui préparaient tout ce qu'il fallait pour qu'on bute les héros quand ils arrivent. Ça, c'est un thème que j'adore. Pas assez à mon goût utilisé, même s'il y a eu certains jeux. Et là, franchement, ça marche super bien. En plus, ça tue du dessus, ça marche bien, on voit bien tous les éléments, je trouve, c'est assez clair. Ce qui est rigolo, c'est qu'on va avoir une entrée, et l'idée, c'est que si on arrive à atteindre la sortie, on va gagner des points en plus. Ça, c'est cool. Donc, il y a plein de choses à gérer, donc les objectifs de chacune de nos cartes, pour avoir bien tel élément à tel endroit, on pourra éventuellement récupérer plus tard, peut-être, et ça se trouve, nos éléments vont être tous pris, donc c'est à nous d'anticiper ce qu'on va faire. Très cool. Un jeu qui sera un petit peu dans le même thème, et qui t'intéressait, plus, parce que c'est les donjons, les apprentis gardiens, et en fait, c'est dans le thème de Donjon, la bande dessinée, qui est ma BD culte par excellence, de Sfar et Trondheim. On va être des gardiens de donjons, on va gérer nos monstres, et tuer les aventuriers qui viennent piquer nos trésors. Tout ça, c'est juste pour me faire mentir, hein, de ce que j'ai dit tout à l'heure, que c'était pas assez utilisé comme thème. Hein. Là, du coup, c'est du tower defense compétitif. Pas mal d'interactions. En fait, en gros, on va gérer les déplacements de nos personnages pour affronter les aventuriers qui viennent nous piquer nos trésors. On retrouve tous les éléments qui font le charme de la série, avec l'épée du destin, les différents personnages, Marvin qui vient nous aider. Enfin, c'est vraiment... pour ceux qui connaissent la bande dessinée, vous n'êtes pas dépaysés. Pour tous les autres, je vous encourage à la découvrir. Moi, j'ai apprécié ma partie, parce que forcément, j'avais tellement plaisir à retrouver tous les personnages. Alors après, mon jugement, il est peut-être biaisé. Je ne sais pas. Mais je trouvais ça très chouette. Également, chez Silex, il y a un jeu qui va sortir un peu plus tard, qui s'appelle Navoria, qui esthétiquement m'a vraiment beaucoup intrigué, et qui, a priori, est très sympa. C'est un jeu dans l'univers japonais, où en fait, on va construire un tableau building, essayer de comboter avec nos cartes, ce qui nous permettra de placer des ouvriers sur le plateau central, et essayer d'obtenir des points. Alors, je sais plus exactement comment, mais esthétiquement, il est très chouette, et vu ce que nous en disaient les commerciaux, ça vaut, à mon avis, le coup d'y jeter un œil. Tout le monde connaît Azul, tout le monde a l'air d'avoir envie d'avoir un jeu qui ressemble à Azul chez les éditeurs. Ouais, tu m'étonnes. Donc, chez Surfin, Meeple, chez Batago, il y a Café de Fleurs. Ouais, qui va sortir, qui est finalement du même auteur qu'Azul, hein, Michael Kisling. C'est un jeu où on va faire de la marqueterie. Le Café de Fleurs. C'est un jeu qui, avec des éléments très très beaux. Ouais. C'était vraiment pris le temps de regarder. J'ai vu le matériel, j'étais pas là pendant la présentation, mais j'ai vu le matériel, c'est vraiment très beau. C'est vraiment très
très chouette. Et en fait, c'est un jeu où on a des cartes en main et on va essayer de poser ces cartes qui sont des cartes de couleur. Il y a rien de marqué dessus. Et les cartes de couleur nous permettront de poser des éléments. Sauf que à chaque fois, je vais en récupérer d'autres, ce qui fait qu'à chaque fois, ça me coûte une seule carte. Mais à moi d'essayer de bien gérer pour toujours pouvoir rejouer derrière. C'est très malin. On va constituer notre petit marqueterie en fait en faisant les éléments de l'extérieur vers l'intérieur, chacun des losanges, on va appeler ça comme ça. Et jusqu'à construire la petite table. Donc vraiment, on construit petit à petit notre bar, notre café. C'est très joli, c'est très malin parce que il y a des objectifs à remplir, mais du coup, soit on fait les mêmes, soit on essaie d'en avoir plus de différents, mais ça a l'air d'être bien foutu. Oui, en tout cas, ça plaira au même public, même si ça a l'air d'être un peu plus exigeant. Un petit peu plus complexe quand même, malgré tout, mais on est sur quelque chose, à mon avis, d'équivalent à un pavillon d'été. Ouais, c'est très bien, je pense. En termes de difficulté, la version française de Daybreak. Ouais, ça fait bizarre de voir des cartes autrement qu'en allemand. Comme Trésor des Kobolds, donc la version française d'un jeu qui a été nommé au Spiel des Jahres. Et là, vous allez voir à l'image, c'est au niveau du matériel un peu plus sympa quand même. C'est pas juste des petits bouts de carton un peu nuls. Et voilà, pareil, si vous voulez en savoir plus, faut pas hésiter à aller voir la vidéo qu'on a faite sur le Spiel des Jahres. Mais en gros, jeu coop avec un univers assez fort, enfin pas un univers, mais un thème assez fort. On va essayer de réduire les émissions de gaz de chaque joueur qui représente, enfin qui incarne une grande nation. Ouais, tout à fait. On a trop hâte de pouvoir vous le faire tester, parce que franchement, c'est un jeu qu'on a beaucoup apprécié. Et puis en plus, le faire en français, ça va être un peu plus agréable. C'est clair. Mais ouais, donc ça arrive bientôt aussi. Si tu nous parlais de ce petit jeu de chez Intrafin, là, Guillaume. J'ai trouvé très cool. La présentation qui nous a été faite, elle donnait vraiment très 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 envie. Donc oui, on retrouve la nature, les animaux, on va essayer de créer son biome devant soi, mais avec quand même pas mal d'interactions entre les animaux. Il y a des prédateurs, des proies. Ça, j'ai trouvé ça cool. Sans parler même du matériel. Les petits nids, là. C'est classe. Autant les petits poussins, admettons, mais le nid... Mais le nid, voilà, t'as trop envie de manipuler ce matériel et tout. Parce que c'est de la vraie paille, on a regardé, c'est pas juste du plastique. C'est un mini-nid. Un mini-nid. Un mini-nid. Et franchement, ça a l'air d'être du combo, jeu de cartes, qui est très cool. Intégrer, cette notion d'interaction entre les espèces, je trouve ça intéressant. Et j'ai vraiment hâte de faire une partie complète pour voir il y a des choses qui s'imbriquent entre elles ou pas. Souvent, on a vu des jeux de thème nature, et il y avait Wingspan qui a été un peu le déclencheur, mais pour une fois, on retrouve ce côté vraiment presque documenté, où on a vraiment l'impression d'avoir un truc intelligent qui nous raconte une vraie vie. Souvent, c'est juste un peu posé, on nous parle de nature, histoire d'eux, mais là, c'est un vrai thème bien chiadé. Très envie de le tester. On va augmenter en difficulté, c'est Cicéron, placement d'ouvriers. Donc en gros, on va développer le prestige de notre famille. On est à Rome, comme vous en doutez. Et en fait, on va gérer notre position dans le Sénat, quoi. Et c'est un jeu de négociation, pur et dur, avec du placement d'ouvriers. Donc ça a l'air très très malin, très original. Ce côté, en fait, à tour de rôle, on va être un peu celui qui décide. C'est-à-dire que si j'ai envie de te faire chier, je t'emmerde. J'ai pas de raison, mais si tu vas prendre, sauf que je vais le payer au tour d'après. Donc ce côté-là, pour du jeu euro classique, c'est assez perturbant et ça me donne envie d'essayer. Un autre jeu dont tu m'as beaucoup parlé aussi, qui t'attend avec impatience. C'est le nouveau jeu de Dani Garcia, l'auteur de Barcelona. Donc bizarrement, voilà, c'est d'où l'intérêt. Oui, mais aussi de Windmill Valley. Déjà 2 très bons jeux. Et le troisième aussi a l'air excellent. Esthétiquement, déjà, il m'a tout de suite intrigué. C'est vrai que c'est joli. Le seul défaut, c'est qu'on a un gros plateau à la Bitoku, c'est-à-dire super chargé. Et on se dit, waouh, j'y comprends rien. Mais après avoir interrogé des gens qui étaient en train d'y jouer, non, ça fait peur au départ, mais une fois qu'on a compris le jeu, en fait, tout est clair. Moi, c'est sûr, je fonce direct. Rien que pour l'auteur. Et autrement, on a des retours là en stock. Et oui, un jeu que ça fait un moment qui n'est plus présent et qu'on nous demande à corps et âme. Il y a des gens parfois qui attendent dehors toute la nuit. Non, pas du tout. C'est l'univers de Clan qui revient. Donc déjà, tout ce qui est déjà sorti va revenir petit à petit. Le Clan de base. Il y aura le Clan de base, etc. Et puis le Clan de Catacombe. Qui arrive. Qui apporte un plateau modulable, ce qui va changer pas mal la donne, parce que c'est presque ce qui est un peu reproché au premier Clan, en tout cas. Ce côté un peu figé, et puis même au niveau stratégie, on peut tomber vite dans des routines quand on joue avec les mêmes personnes. Mais là, en fait, il y a même plus de plateau. Oui, ce sont des tuiles qu'on va retourner au fur et à mesure, donc explorer, et donc d'une partie sur l'autre, on n'a pas du tout les mêmes choses. Et ce qui est cohérent avec le thème, en fait. Le côté exploration, pour savoir où est-ce qu'on va foutre les pieds. Ça, c'est cool. Franchement, Clan, si vous y avez pas joué, il faut y jouer. C'est du deck building, donc un jeu où on va avoir des cartes et agrémenter son paquet de cartes au fur et à mesure. Moi j'ai toujours eu ce sentiment un peu à la Fort Boyard. Quand une personne décide de sortir, ça met un petit compte à rebours et ça fout la pression aux autres. Et ça c'est rigolo parce qu'il y a cette prise de risque. Est-ce que je vais chercher le truc super cher ou pas? Parce que je peux avoir super bien joué, avoir le plus de points, mais ne pas gagner. Est-ce
que je suis pas sorti. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. La catégorie des jeux 2 joueurs est de plus en plus appréciée, et on le sent aussi parce qu'il y a de plus en plus d'adaptations de jeux déjà existants, des grands noms qui ont leur version 2 joueurs. Il y a Living Forest qui arrive, il y a Res Arcana, enfin, il y en a encore Azul. Et Azul, ouais. Azul Duel. Et en fait, on a un peu le même effet que Splendor. C'est le jeu fonctionne bien à 2, pourquoi vous en faites une version 2 joueurs? Mais là, en fait, on est sur une version qui est quand même assez costaud. On est entre Pavillon d'été et les Jardins de la Reine. Il y a déjà un petit peu de challenge. On va avoir des plaques qu'on va récupérer comme dans le Jardin de la Reine pour construire notre mosaïque. On va pouvoir, pareil, choisir des couleurs comme d'habitude dans une des fabriques, les mettre sur notre plateau, mais tout ce qui va pas être pris va être remis en tas dans un emplacement, dans l'ordre que l'on souhaite. Et donc, à un moment donné, au lieu de prendre dans une fabrique, je vais pouvoir prendre toutes celles qui sont de la même couleur dans les emplacements qui sont sur le bord. Et donc, celles-là, les mettre sur mon plateau. Ça a l'air d'être assez brain. Ça s'adresse clairement pas au même public que le premier Azul. Ah non, Là, on est sur quelque chose de plus compliqué. Pour tous ceux qui ont beaucoup joué, qui ont envie d'aller chercher encore un peu plus loin, là, on est sur quelque chose de très très malin. Et puis, il y a des choses plus originales, pour le coup. Tu m'as montré avec beaucoup d'enthousiasme Kelp. Ouais, parce que c'est vrai que ça a l'air cool. Déjà, le thème, ouais, c'est marrant. Et le côté asymétrique, c'est très 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 cool. Ah ouais, ça a l'air excellent. Kelp, c'est Octopus versus Shark en anglais. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va faire une pieuvre et l'autre qui va faire un requin. Le but du requin, c'est d'attraper la pieuvre pour la manger. Et le but de la pieuvre, c'est de fatiguer le requin et pour se barrer. Au revoir. Il y a un côté mystérique. Le requin essaie de savoir où se trouve la pieuvre. C'est des tuiles qui sont face cachée, avec des pièges et tout. On a aussi un peu sur le côté stratégo. La particularité, c'est qu'il y en a un qui va faire du backbuilding, le requin, et l'autre qui va faire du deck building, la pieuvre. Donc c'est vraiment deux mécaniques qui s'affrontent dans le but de déplacer nos personnages. Enfin, c'est beau. Ouais, c'est vrai que visuellement, j'ai trouvé que malgré le thème qui semble sorti des plus gros nanars de films qu'on puisse savoir, quand tu vois la boîte, tu te dis pas du tout ça. Non, franchement, c'est beau. Ça a l'air d'être très malin. Mais franchement, ça me donne très 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 envie. On va parler d'un dernier jeu à 2, c'est Flatiron. Ça m'a pas mal intrigué. On refait le Flatiron. Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'immeuble de New York en forme triangulaire. En fait, on va le construire à 2, l'un contre l'autre. C'est-à-dire qu'on va chacun gérer des parties. On va essayer de construire en posant nos petits rondins, puis après les différents étages. Alors, j'ai pas compris toutes les mécaniques parce que c'était au milieu de beaucoup de choses, mais ça avait l'air assez malin, cette gestion des différentes rues, et surtout d'essayer de gérer nos petites boutiques qui sont dans le Flatiron. Ça a l'air d'être une course au point, assez maligne, mais... Puisque t'es 3D, matériel et tout, ça donne envie. Voilà. Et puis les pièces métal, qui sont toujours agréables à manipuler. Le jeu, quand on regarde ça, quand on se dit qu'il y a les pièces métal dans la première édition, le tout pour 25 €. Ouais, c'est clair. Après le jeu de joueurs... Le solo, voilà. Ouais, alors comme j'aime bien les jeux solo, et que là il y en avait quelques-uns qui m'ont vraiment intrigué, on va faire petite sélection, ouais. Une petite sélection. Il n'y en a pas beaucoup, j'en ai choisi 2. Le premier, c'est Kingdom Legacy. Là, le truc, c'est que c'est un jeu Legacy pour un joueur. Dans une boîte à 16 €, je crois, dans ces eaux-là. Une petite boîte. C'est purement de l'exploration et de l'aventure, sauf qu'on va devoir coller des choses sur les différents éléments, même a priori mettre des coups de marqueur et tout. Voilà, c'est pas grand-chose parce qu'il n'y avait pas de matériel à nous montrer, mais le pitch m'a fait très 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 envie. Et le second, c'est Les Ribauds, un jeu également solo, d'aventure, dans l'univers de Austerion, pour ceux qui connaissent le jeu de rôle. Et là, en fait, on va faire du placement de dés pour déplacer notre compagnie. Et le roi nous envoie faire des missions pour protéger la région, si j'ai bien compris, mais j'ai pas vu le matériel, mais rien que sur le pitch, ça me hype de fou. Voilà, comme le jeu solo est très à la mode en ce moment, voilà, 2 petites nouveautés en campagne qui ont l'air vachement intéressantes. Pas mal d'extensions à venir, plein de petits jeux qu'on apprécie. Plein de petits jeux excellents qui vont avoir une petite extension, comme Sky Team, Far Away, petit booster, un petit paquet de cartes, Veil of Eternity, Heredity, Alltray, Sur les traces de Darwin, Planet Unknown, Ancient Knowledge, enfin voilà, il y a plein de très bons jeux qui attendent une petite extension. De quoi renouveler les parties de titres qui ont l'air de vouloir rester dans le paysage ludique, en tout cas qui ont reçu un très très bon accueil du public. Des jeux qui risquent de rester dans les boutiques pendant un certain temps. On pourrait vous parler encore pendant des heures de plein d'autres jeux, mais on est obligé de s'arrêter plein de raisons différentes. Déjà parce que on est le midi, que normalement on est ouvert et que c'est déjà à tout moment il y a quelqu'un qui peut rentrer. Et puis surtout, on veut pas non plus que ça dure des heures, on n'a pas envie... De toute façon, on aura plein d'autres occasions de vous parler de plein d'autres jeux. Ça, c'est un peu ce qui nous a marqué, ce qui nous a donné envie de vous partager, en tout cas. Tout ça dans un cadre magnifique. Vraiment très chouette d'avoir un salon pro aussi bien organisé. C'est toujours un événement très, très dense,
avec beaucoup de choses. C'est très dur de faire une sélection pour vous proposer le mieux, le meilleur. Et puis en plus, c'est notre prisme à nous, hein, parce qu'il y a des choses que potentiellement on est passé à côté et que vous allez adorer, hein, clairement. En tout cas, c'était excellent, vraiment très plaisant. Moi, je suis content de cette première édition pour moi. Et ouais, ce côté pro est vraiment très 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 plaisant et vraiment à refaire. On vous laisse là-dessus. On se dit à la prochaine. Et bien sûr, bon jeu.